Ma femme a admis avec nonchalance, j'ai eu une liaison avec mon patron, et alors? Je n'ai pas discuté. J'ai simplement laissé quelque chose sur la table qui l'a fait m'appeler en panique 1 heure plus tard. Je m'appelle Alain Dubois. J'ai 42 ans et je possède une entreprise de nettoyage commercial ici à Lyon, en France. Je l'ai bâtie à partir de zéro, avec seulement un vieux fourgon et de la détermination. 15 employés maintenant. Des contrats avec la moitié des immeubles de bureaux du centre-ville. Je pensais que j'avais tout maîtrisé. Une entreprise florissante, une femme magnifique, une fille intelligente. C'était un mardi soir de mars que mon monde a basculé. Je venais de rentrer après avoir géré un client difficile. Valérie était déjà à la table de la cuisine, picorant de la nourriture thaïlandaise à emporter. Notre fille de 12 ans, Léa, était à l'étage en train de faire ses devoirs. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé, desserrant ma cravate en m'asseyant en face d'elle. Valérie n'a pas levé les yeux de son téléphone, continuant à faire défiler. « Bien », a-t-elle dit d'une voix plate. Cela aurait dû être mon premier indice. Valérie n'était jamais simplement un bien à propos de quoi que ce soit. Elle était du genre à te donner un compte rendu détaillé de chaque conversation, de chaque email de son travail dans le marketing. Mais ces derniers temps, elle était distante. Plus de temps au bureau, plus de voyages d'affaires, plus d'appels téléphoniques dans l'autre pièce. J'ai attrapé un morceau de pain et j'ai réessayé. Léa a dit qu'il pourrait avoir cette promotion, le poste de directeur régional. Finalement, elle a levé les yeux. Ses yeux verts avaient cette froideur étrange que je n'avais jamais vue auparavant. Oui, à propos de ça. Elle a posé son téléphone délibérément. Je dois te dire quelque chose, Alain. La façon dont elle a prononcé mon nom m'a serré le ventre. Pas chéri, pas mon amour, juste d'Alain. Froid et clinique. Marc Dubois et moi nous voyons, a-t-elle dit, la voix aussi stable que celle d'un chirurgien. Nous avons couché ensemble le mois dernier pendant la conférence de Lyon. Elle a fait une pause, puis a haussé les épaules. Et alors? Et alors? Ces 2 mots m'ont frappé comme un marteau-piqueur. Non, je suis désolé. Non, c'était une erreur. Juste et alors? Comme si elle m'avait dit qu'elle avait pris du lait. Je suis resté là, la fourchette à moitié levée vers ma bouche, fixant la femme que j'aimais depuis l'université. La femme qui était restée à mes côtés quand je nettoyais les toilettes des bureaux à minuit pour payer notre mariage. Et alors, répétai-je lentement, en posant ma fourchette. Valérie a effectivement haussé les épaules et a repris son téléphone. Ça s'est passé. Je ne vais pas prétendre que non. Marc me comprend d'une manière que tu n'as jamais comprise. Il comprend mon ambition, ma détermination. Tu te contentes de diriger ta petite entreprise de nettoyage pour toujours, mais je veux plus que ta petite entreprise de nettoyage. L'entreprise qui payait sa BMW, ses vêtements de marque, les frais de scolarité privés de notre fille. Je me suis levé lentement, ma chaise raclant le parquet. Mes mains étaient stables, ce qui m'a surpris. À l'intérieur, j'avais l'impression que tout s'effondrait, mais à l'extérieur, j'étais calme. « Où vas-tu » a demandé Valérie, sans lever les yeux. « Réfléchir » ai-je répondu. Et j'ai réfléchi. Toute la nuit. J'ai pensé à la confiance, au mariage, au type d'exemple que nous donnions à Léa. Mais surtout, j'ai pensé à la façon dont quelqu'un pouvait jeter par-dessus bord 12 ans avec 2 simples mots. Au matin, j'ai su exactement ce que j'allais faire. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures du matin. De vieilles habitudes de mes débuts dans le nettoyage, quand je devais nettoyer 3 immeubles de bureaux avant que la plupart des gens n'aient leur première tasse de café. Mais cette fois, je ne pensais pas aux horaires de travail ni aux commandes de fourniture. J'ai préparé du café dans la cuisine sombre, le même endroit où mon mariage avait implosé 12 heures plus tôt. Valérie dormait encore à l'étage, rêvant probablement de son précieux Marc Dubois. Léa allait bientôt se lever pour aller à l'école, et je devais agir normalement pour elle. C'est là que ça m'a frappé. Je ne savais pas depuis combien de temps cela durait. Valérie a dit que cela avait commencé pendant la conférence de Lyon le mois dernier, mais était-ce la vérité? D'après mon expérience, les personnes qui trompent disent rarement toute la vérité sur l'étendue de leur trahison. Ils vous donnent juste assez pour apaiser leur conscience tout en gardant les pires choses cachées. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai accédé à notre compte de stockage cloud partagé.
Valérie avait toujours été négligente en matière de sécurité numérique, utilisant le même mot de passe pour tout. Léa 2011, l'année de naissance de notre fille. Elle me pensait paranoïaque de suggérer des mots de passe plus forts, mais en ce moment, ça paraît c'était mon avantage. Ses photos étaient synchronisées automatiquement depuis son téléphone. J'ai fait défiler des mois d'images à la recherche de quelque chose de suspect. La plupart étaient des événements professionnels, des selfies avec des collègues, des photos de Léa lors de fonctions scolaires, des choses normales. Puis je les ai trouvées. Des photos de la conférence de Lyon qu'elle ne m'avait jamais mentionnées. Valérie dans un restaurant chic, visiblement pas seule. Quelqu'un avait pris une photo. Valérie dans un bar d'hôtel, l'air détendu et heureuse comme je ne l'avais pas vue depuis des mois. Et là, en arrière-plan d'une photo, un reflet dans une fenêtre, la silhouette d'un homme qui n'était certainement pas du personnel de l'hôtel. Ma main tremblait légèrement tandis que je sauvegardais les images dans un dossier séparé. Ce n'était pas juste une erreur ponctuelle. C'était planifié, calculé, en cours. Papa. La voix de Léa m'a fait sursauter. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, en pyjama, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Bonjour, ma chérie, ai-je dit en fermant rapidement l'ordinateur portable. Tu es levé tôt. Je t'ai entendu bouger en bas, a dit Léa, se frottant les yeux. Tout va bien? Toi et maman sembliez bizarres hier soir au dîner. Enfant intelligente, trop intelligente pour son propre bien parfois. J'ai forcé un sourire et je me suis levé pour lui préparer le petit déjeuner. Tout va bien, ma chérie. Je lui ai menti avec aisance. Maman et moi discutions juste de choses professionnelles. Rien qui ne te concerne. Léa a hoché la tête mais n'avait pas l'air convaincue. Elle s'est assise à la table de la cuisine, la même table où Valérie avait détruit notre famille, et m'a regardé verser des céréales dans un bol. Papa, a-t-elle dit doucement. Est-ce que maman et toi allez divorcer? La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je me suis retourné pour faire face à ma fille, cette brillante enfant de 12 ans capable de lire les situations mieux que la plupart des adultes. Pourquoi poserais-tu une question pareille, Léa? Elle a haussé les épaules, remuant ses céréales sans les manger. Certains enfants à l'école, leurs parents ont divorcé. Ils ont dit que leurs parents agissaient bizarrement avant, comme s'ils prétendaient que tout allait bien, mais ce n'était pas le cas. Je me suis assis en face d'elle, choisissant mes mots avec soin. Léa, ta mère et moi traversons quelques difficultés en ce moment. Mais quoi qu'il arrive entre nous, nous t'aimons tous les deux plus que tout au monde. Cela ne changera jamais. Elle m'a regardé avec les yeux verts de Valérie, et j'ai vu une compréhension là qu'aucun enfant de 12 ans ne devrait avoir. Je t'aime aussi, papa, a-t-elle dit simplement. Après le départ de Léa pour l'école, je suis retourné à mon enquête, car c'était ça maintenant, une enquête. Et j'allais découvrir chaque mensonge, chaque tromperie, chaque moment de trahison. Au moment où Valérie est descendue pour son café du matin, j'avais déjà un plan qui se formait. Valérie est partie au travail ce matin-là comme si de rien n'était. Elle a embrassé Léa au revoir, a pris sa tasse de voyage et est sortie sans me regarder. L'audace était impressionnante. J'ai attendu 1 heure, puis j'ai appelé mon avocat, maître David Moreau. Nous avions déjà fait affaire quand j'ai créé les contrats de ma société de nettoyage. Alain, bon d'entendre de vos nouvelles, a dit David. Que puis-je faire pour vous? Je dois discuter de la procédure de divorce, ai-je dit simplement. Je vois. Quand pouvez-vous venir? Cet après-midi. Et David, que cela reste confidentiel. Bien sûr, 14 heures. Après avoir raccroché, j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai conduit jusqu'au bâtiment de bureau de Valérie, me garant de l'autre côté de la rue pour observer. À 11h30, Valérie est sortie avec Marc Dubois. Grand, cheveux argentés, costume cher. Ils ne se touchaient pas, mais leur langage corporel criait l'intimité. Ils sont montés dans sa BMW noire et sont partis. Je les ai suivis jusqu'à un restaurant haut de gamme à Aix-en-Provence. Par la fenêtre, je les ai vus partager un déjeuner comme un couple célébrant un anniversaire. C'est là que j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Valérie touchait constamment son ventre de manière protectrice, le même geste qu'elle avait fait quand elle était enceinte de Léa. Marc l'a remarqué aussi, posant sa main sur la sienne avec une tendresse partagée. Mon téléphone a vibré.
Je travaille pendant le déjeuner aujourd'hui, réunion client qui s'éternise. J'ai pris des photos par la fenêtre. Marc lui embrassant la main. Valérie rayonnante de bonheur que je n'avais pas vue depuis des mois. Tous les deux regardant quelque chose sur son téléphone avec une joie pure. Quand ils sont partis, au lieu de retourner au bureau, ils se sont dirigés vers un complexe médical. Je les ai regardés marcher ensemble, le bras de Marc autour de sa taille. 30 minutes plus tard, ils sont sortis. Valérie tenait ce qui ressemblait à des photos d'échographie, et Marc souriait comme s'il avait gagné à la loterie. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Ces nausées récentes attribuées au stress. Une nouvelle aversion pour le vin, le contact protecteur sur son ventre. Valérie n'avait pas seulement une liaison. Elle était enceinte de l'enfant d'un autre homme. Je me suis assis dans mon camion, fixant les photos, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Ce n'était plus seulement une trahison conjugale. Il s'agissait d'une femme portant le bébé d'un autre homme tout en vivant dans ma maison, dormant dans mon lit. Cet après-midi-là, le visage de maître David Moreau était grave alors que je lui montrais les preuves. Cela change tout, Alain. Si elle est enceinte de l'enfant d'un autre homme et essaie de le faire passer pour le vôtre, c'est de la fraude, a dit David. Quelles sont mes options? Documentez tout. Chaque mensonge, chaque tromperie. Obtenez un test de paternité quand le bébé naîtra. Assurez-vous qu'elle n'obtient pas vos biens. J'ai regardé les photos une dernière fois. Le sourire radieux de Valérie. Le toucher possessif de Marc. L'échographie représentant la trahison finale. Elle a fait son choix. David, ai-je dit, maintenant, je fais le mien. 2 semaines de surveillance m'ont donné une image complète de la double vie de Valérie. Elle vivait comme une femme célibataire avec Marc tout en jouant l'épouse et la mère à la maison. La grossesse progressait. Je l'avais vue cacher ses nausées matinales, prétextant des maux d'estomac. Elle m'avait même demandé de rapporter des vitamines prénatales pour une amie au travail. Ce soir était la nuit où j'allais mettre fin à cette mascarade. J'ai compilé le tout sur une clé USB. Photos du restaurant, visite au complexe médical, reçu d'hôtel que j'avais trouvé, capture d'écran de SMS de nos relevés téléphoniques, même un enregistrement de notre caméra de sécurité où elle disait à quelqu'un au téléphone, Alain ne se doute de rien. Il est trop occupé avec sa petite entreprise pour s'en rendre compte. Petite entreprise. L'entreprise qui payait tout ce qu'elle aimait. J'ai également inclus des documents que David m'avait aidé à préparer. Acte de divorce, exigence de test de paternité et un détail sur la façon dont sa liaison violait notre accord prénuptial. Valérie est rentrée vers 20h, fredonnant doucement. Elle avait l'air radieuse, probablement fraîche d'un autre après-midi avec Marc. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé en posant son sac à main. « Productive » ai-je répondu. « Très productive. » Elle a réchauffé des restes de cuisine chinoise pendant que je m'asseyais à la table de la cuisine. La clé USB dans ma poche semblait peser 500 kg. « Léa est chez ma sœur ce soir » a dit Valérie avec nonchalance. Soirée pyjama avec sa cousine. Parfait. Pas de témoin pour ce qui allait se passer. Nous avons mangé dans un silence relatif. Valérie faisait défiler son téléphone, probablement en train de texter Marc au sujet des noms de bébés ou des couleurs de chambre d'enfant. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle planifiait un avenir avec l'enfant d'un autre homme tout en étant assise en face de son mari. Après le dîner, je me suis excusé et je suis monté à l'étage. J'ai sorti la clé USB et une simple enveloppe blanche. À l'intérieur, j'ai mis une seule note. Tu as toujours dit que je ne faisais pas attention. Il s'avère que je faisais attention à tout. J'ai scellé l'enveloppe et j'ai écrit pour Valérie sur le devant. Quand je suis redescendu, Valérie était dans le salon à regarder une émission de télé-réalité. Je vais me coucher tôt, ai-je annoncé. Longue journée demain. Ok, a-t-elle dit sans lever les yeux. Je monte bientôt. Mais je ne suis pas allé me coucher. J'ai attendu dans le couloir sombre jusqu'à ce que j'entende qu'elle éteigne la télévision et aille à la cuisine pour un verre d'eau nocturne. C'est là que j'ai posé l'enveloppe sur la table de la cuisine, juste là où elle la verrait le matin. Puis je suis allé à mon fourgon et je me suis dirigé vers un hôtel de l'autre côté de la ville. Je voulais être loin quand elle ouvrirait cette enveloppe. Je voulais qu'elle s'assoie seule dans la maison que nous avions construite ensemble, entourée des mensonges qu'elle avait tissés, et qu'elle comprenne vraiment ce qu'elle avait détruit.
Mon téléphone commencerait à sonner d'ici 1 heure. Mais cette fois, je ne répondrai pas. Mon téléphone a commencé à sonner à 7h42. J'étais assis dans une brasserie à 20 km de chez moi, buvant un café au goût de regret brûlé, et regardant le soleil se lever à travers des fenêtres sales. Le nom de Valérie s'est affiché à l'écran. Je l'ai laissé sonner. Deuxième appel à 7h44. Troisième à 7h47. Au quatrième appel, je pouvais pratiquement sentir sa désespération rayonner à travers l'appareil. J'ai répondu au 8e appel. Alain, c'est quoi ça? Sa voix était tremblante, rien à voir avec la femme confiante qui avait annoncé sa liaison avec nonchalance il y a 3 semaines. C'est quoi ce truc que tu m'as laissé? Je suppose que tu as ouvert l'enveloppe, ai-je dit calmement, remuant du sucre dans mon café. Prêt, s'il te plaît, nous devons parler. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que je pense. J'ai sorti ma propre copie des photos que j'avais imprimées. Alors, tu n'es pas enceinte de l'enfant de Marc Dubois? Tu n'étais pas au Grand Hôtel Lyon la semaine dernière alors que tu m'as dit que tu rendais visite à ta mère. Tu n'as pas planifié un avenir avec un autre homme tout en dormant dans mon lit? Silence. Assez long pour que je pense qu'elle est raccrochée. Depuis quand tu sais, a-t-elle enfin murmuré. Assez longtemps pour tout documenter. Assez longtemps pour comprendre que notre mariage entier a été un mensonge pendant des mois. Alain, je peux expliquer. Non, les jeux interrompus. Tu as eu ta chance de t'expliquer. Au lieu de ça, tu as dit, et alors? Tu te souviens? Tu as clairement fait comprendre que mes sentiments, la stabilité de notre fille, nos vœux de mariage ne signifiaient rien pour toi. Et Léa? La voix de Valérie s'est brisée. C'est notre fille. Elle a besoin de stabilité. Notre fille mérite des parents qui ne lui mentent pas, ai-je répondu. Elle mérite de comprendre que les actions ont des conséquences. Que la trahison n'est pas acceptable juste parce qu'on est malheureux. S'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. Je vais rompre avec Marc. Tu vas quoi? Te débarrasser de son bébé. Faire comme si les derniers mois n'avaient jamais existé. Me convaincre que la femme qui m'a regardé dans les yeux et a dit « et alors » est soudainement repentante. Encore un long silence. Les avocats se contacteront, ai-je poursuivi. Tout ce que tu as besoin de savoir est dans cette enveloppe. Tes choix nous ont menés ici, Valérie. Maintenant, assume les conséquences. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. 20 minutes plus tard, j'étais au bureau de maître David Moreau, prêt à déposer les documents qui mettraient officiellement fin à mon mariage avec une femme que je ne reconnaissais plus. « Es-tu sûr de ça, Alain ?» a demandé David, en examinant les documents. « Elle est enceinte de l'enfant d'un autre homme aimant à ce sujet depuis des mois, ai-je dit. Elle a utilisé notre argent de famille pour financer sa liaison. Elle m'a regardé dans les yeux et a rejeté notre mariage comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. » David a hoché la tête avec gravité. Le contrat prénuptial simplifie les choses. L'adultère annule sa demande d'actifs matrimoniaux. La grossesse complique la garde de Léa, mais compte tenu des circonstances, je veux la garde principale, ai-je dit fermement. Léa mérite un parent qui ne lui mentira pas sur des choses fondamentales comme la loyauté familiale. Nous allons y arriver. Alors que David préparait le dépôt, j'ai pensé à Léa. Elle serait dévastée au début, mais les enfants sont résilients. Mieux vaut apprendre tôt que l'intégrité compte plus que la commodité. Que certaines trahisons ne peuvent être pardonnées simplement parce que quelqu'un dit pardon après avoir été pris. Mon téléphone avait 17 appels manqués quand je l'ai rallumé. Je les ai tous supprimés sans les écouter. La nouvelle s'est rapidement répandue dans les cercles d'affaires de Lyon, surtout lorsqu'il s'agissait d'une femme enceinte, de son patron marié et d'un mari qui possédait la moitié des contrats de nettoyage du centre-ville. Je n'avais pas l'intention que l'histoire devienne publique, mais Marc Dubois a commis une erreur critique. Il a essayé de me faire pression. Mardi matin, il s'est présenté à mon bureau. Grosse erreur, Alain Dubois, a-t-il dit, entrant dans ma réception comme s'il possédait l'endroit. C'est moi, ai-je répondu, sortant de mon bureau. Vous devez être Marc Dubois. Il était exactement comme je m'attendais à ce qu'il soit. Costume cher, posture confiante, le genre d'homme qui pensait que l'argent résolvait tout. Nous devons parler, a-t-il dit en privé. J'ai fait un geste vers mon bureau. Après vous.
Une fois la porte fermée, le masque de Marc est tombé. Écoute, je sais que tu es bouleversé par Valérie et moi, mais nous devons gérer cela maturément, pour le bien de tous. Maturément, ai-je répété. Comme avoir une liaison avec une femme mariée et la mettre enceinte. Ces choses arrivent, a-t-il dit avec dédain. Valérie et moi avons de vrais sentiments l'un pour l'autre. Nous planifions un avenir ensemble. Cela n'a pas à devenir compliqué. Compliqué, ai-je dit, me penchant en arrière sur ma chaise. C'est intéressant parce que de mon point de vue, tu l'as déjà rendu compliqué. Marc a sorti son téléphone et m'a montré un écran de transfert bancaire. Je suis prêt à faire en sorte que cela vaille la peine pour toi. 50 000 € pour un divorce tranquille. Pas de drame, pas d'avocats qui se battent sur les détails. Je l'ai regardé pendant un long moment. Tu essaies de me corrompre. J'essaie d'être pratique. Le bonheur de Valérie vaut plus que ta fierté blessée. C'est là que j'ai perdu mon sang-froid. Sortez, ai-je dit en me levant. Sortez de mon bureau avant que je ne fasse quelque chose que nous regretterons tous les deux. Alain, sois raisonnable. Dehors. Il est parti, mais pas avant d'avoir commis sa propre erreur critique. Il a appelé mes partenaires commerciaux, essayant de les faire pression pour qu'ils me convainquent d'accepter son offre. Mauvais coup. Mes partenaires étaient des hommes de famille qui avaient bâti leurs entreprises sur la confiance et l'intégrité. Quand ils ont entendu que Marc Dubois essayait de se tirer d'un scandale de liaison impliquant une employée enceinte, ils ont passé des appels. Jeudi, la moitié du monde des affaires connaissait l'histoire. Vendredi, l'entreprise de Marc avait lancé une enquête interne. Les appels de Valérie sont devenus de plus en plus désespérés. Alain, s'il te plaît. Le travail de Marc est en jeu. S'il perd son poste, qu'arrive-t-il au bébé? Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu. Tu l'as choisi. Assume les conséquences. Tu détruis des innocents par pure rancœur. Je ne détruis personne. Tes choix détruisent des gens. Je m'assure simplement que ces choix aient des conséquences appropriées. Samedi matin, j'ai reçu un appel de Léa. Papa, maman dit que vous divorcez parce que tu ne peux pas lui pardonner d'avoir fait une erreur. Mon cœur s'est un peu brisé. Léa, ta mère n'a pas fait une erreur. Elle a fait une série de choix sur plusieurs mois. Il y a une différence. Elle dit que tu es méchant et que tu ne la laisses pas s'expliquer. Léa, un jour, quand tu seras plus âgé, tu comprendras que certaines trahisons ne peuvent pas être réparées avec des explications. Ce qui importe maintenant, c'est que tu saches que tes deux parents t'aiment, et ça ne changera jamais. Dimanche, la femme de Marc avait également déposé une demande de divorce. Apparemment, elle avait engagé sa propre enquêtrice et découvert que Valérie n'était pas sa première liaison. La maison de cartes s'effondre exactement comme elle le devrait. 3 semaines après le début de la procédure de divorce, David m'a appelé avec des nouvelles troublantes. Alain, nous avons un problème. L'avocat de Valérie a déposé des documents affirmant que tu cachais des actifs. C'est ridicule. Tout est documenté et transparent. Elle affirme que tu as transféré de l'argent sur des comptes offshore. Dit que tu te préparais au divorce plus longtemps que tu ne l'admets. J'ai conduit au bureau de David immédiatement. Les documents que Valérie avait soumis montraient des transferts bancaires vers des comptes aux îles Caïmans datant de 6 mois. Ma signature apparaissait sur des bordereaux de retrait que je n'avais jamais vus. Ce sont des faux, ai-je dit, étudiant les papiers. Regarde la signature. Elle est proche, mais le P de Preston est faux. David les a examinés attentivement. Tu as raison. Mais les numéros de compte correspondent à tes comptes professionnels. Quelqu'un avec un accès interne a fait cela. Valérie avait accès à tout. Elle gérait nos finances personnelles pendant que je me concentrais sur l'entreprise. C'est de la fraude, Alain. Fraude criminelle. Elle essaie de te faire accuser de cacher des actifs tout en cachant ses propres actions. Ce soir-là, j'ai confronté Valérie chez sa sœur où elle séjournait. Belle tentative avec les faux documents, ai-je dit. Quand elle a ouvert la porte, son visage est devenu pâle. Je ne sais pas de quoi tu parles. Les comptes des îles Caïmans, Valérie, ce que tu as créé en utilisant mes informations professionnelles pour faire croire que je cachais de l'argent. Tu ne peux rien prouver. En fait, je peux. Tu as oublié que mon entreprise utilise la sécurité biométrique pour tous les transferts internationaux.
Chaque transaction légitime à ma vérification par empreinte digitale. Tes faux documents, non. La composition de Valérie a finalement cédé. Tu as détruit ma vie. Marc a perdu son emploi à cause de toi. Je suis enceinte et seule. J'avais besoin de sécurité. Tu avais de la sécurité. Tu l'as jeté pour un homme qui prétend maintenant à peine te connaître. Marc reviendra une fois que tout ça sera réglé. La femme de Marc lui a tout pris dans son divorce. Il n'a plus rien à t'offrir que des promesses vides. Je l'ai laissé debout dans l'encadrement de la porte, les larmes coulant sur son visage. Mais je n'ai ressenti aucune satisfaction. C'était juste un nettoyage nécessaire après la destruction de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, David a déposé des accusations de fraude criminelle contre Valérie. En quelques heures, son avocat s'est retiré de l'affaire. Aucun avocat ne veut représenter quelqu'un pris en train de falsifier des documents financiers, a expliqué David. Surtout lorsque ces documents font partie d'une procédure de divorce. Léa m'a appelé cet après-midi. Papa, maman dit que tu essaies de la mettre en prison. Léa, ta mère a essayé de voler de l'argent et de m'en faire porter la responsabilité. Ça s'appelle de la fraude et c'est illégal. Elle dit qu'elle l'a fait seulement parce qu'elle avait peur. Avoir peur n'excuse pas le fait de violer la loi. Ma chérie, ta mère a fait des choix et maintenant elle doit en assumer les conséquences. Est-ce que je pourrai toujours la voir? Cela dépendra de ce que le tribunal décidera. Mais Léa, je veux que tu te souviennes de quelque chose d'important. Quand les gens font de mauvaises choses, il y a toujours des conséquences. C'est comme ça que le monde fonctionne. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS de Marc. C'est allé trop loin. Appelle-moi. Je l'ai supprimé sans répondre. Il avait eu sa chance de gérer les choses avec maturité. Au lieu de cela, il a essayé de me soudoyer et de faire pression sur mes partenaires commerciaux. Certains ponts sont brûlés parce qu'ils étaient construits sur des mensonges dès le début. 3 semaines plus tard, Valérie a joué sa carte la plus désespérée. J'étais au match de football de Léa quand j'ai reçu un appel de l'hôpital général de Lyon. Monsieur Dubois, votre femme a été admise. Elle vous demande. Qu'est-il arrivé? Elle s'est effondrée au travail. Elle est stable, mais il y a des inquiétudes concernant la grossesse. Léa a entendu assez de la conversation pour comprendre. Papa, maman va bien? Je dois aller la voir. Viens avec moi. À l'hôpital, nous avons trouvé Valérie dans une chambre privée, l'air fragile et pâle. Quand elle nous a vus, les larmes ont commencé à couler. Alain, Dieu merci, tu es venu. J'avais tellement peur que quelque chose arrive au bébé. Léa s'est précipitée au chevet de sa mère. Maman, tu vas bien? Je vais bien maintenant que tu es là, ma chérie. Le docteur Martin, le médecin traitant, m'a pris à part. Monsieur Dubois, l'état de votre femme est stable. Cependant, elle a été soumise à un stress important, ce qui n'est pas bon pour la grossesse. Quel genre de stress? Elle a mentionné des problèmes juridiques en cours, des préoccupations financières, des problèmes relationnels. Le stress peut causer des complications, surtout au 2e trimestre. J'ai regardé Valérie, qui tenait la main de Léa et me regardait avec des yeux suppliants. Docteur, puis-je vous parler en privé? Dans le couloir, j'ai expliqué la situation. Nous divorçons. Le bébé n'est pas à moi. Elle a eu une liaison avec son patron, qui est maintenant au chômage. Je pense que cette hospitalisation est plus stratégique que médicale. L'expression du docteur Martin a changé. Vous suggérez qu'elle simule son état? Je suggère qu'elle utilise sa grossesse pour manipuler la situation. A-t-elle eu des symptômes graves ou de la détresse? Ses signes vitaux sont normaux, tension artérielle légèrement élevée, mais rien de dangereux. Elle a insisté pour être admise en observation. Combien de temps une personne reste-t-elle généralement en observation dans cette situation? Généralement 24 heures, sauf complications. Ce soir-là, Valérie a demandé à me parler seule. Alain, je sais que j'ai fait des erreurs, mais ce bébé a besoin d'un père. Marc n'est plus fiable. Alors, tu veux que j'élève l'enfant d'un autre homme? Tu pourrais adopter le bébé. On pourrait arranger les choses. Léa veut que sa famille soit réunie. Léa veut de l'honnêteté, ce que tu as oublié de fournir.
Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. Je signerai n'importe quel accord que tu veux. Le seul accord que je veux, c'est que notre divorce soit finalisé. Les yeux de Valérie sont devenus froids. Très bien, mais ne t'attends pas à ce que je te rende les choses faciles. Tu les as déjà rendues faciles en documentant tes propres tromperies. Le lendemain matin, Valérie est sortie de l'hôpital. En quelques heures, elle avait engagé un nouvel avocat et avait déposé une demande de garde d'urgence pour Léa, affirmant que j'étais psychologiquement abusif et inapte à être parent. Les gants étaient tombés, mais je me préparais à ce combat depuis la nuit où elle a dit « Et alors ?» Et j'avais l'intention de gagner. 6 mois après ce mardi soir où Valérie a détruit notre mariage avec nonchalance, nous nous sommes tenus dans la salle d'audience du juge Dubois pour l'audience finale. Valérie était assise de l'autre côté de l'allée, visiblement enceinte maintenant, avec un avocat commis d'office après que son précédent avocat ait abandonné son dossier. Elle avait l'air épuisée, vaincue. La femme confiante qui avait dit « Et alors ?» avait été remplacée par quelqu'un qui comprenait que les actions ont des conséquences. Marc était introuvable. Selon l'enquête de David, il avait déménagé dans un autre état après avoir perdu son emploi et la plupart de ses biens dans son propre divorce. Tant pis pour l'avenir passionné qu'ils avaient prévu ensemble. Monsieur le juge, a dit David au tribunal. Les preuves sont écrasantes. Madame Dubois a commis l'adultère, est tombée enceinte de l'enfant d'un autre homme, a tenté de frauder le tribunal avec de faux documents financiers et n'a montré aucun remords sincère pour ses actions. Le juge Dubois a examiné le dossier. Madame Dubois, vous avez admis la liaison. Le test de paternité confirme que l'enfant n'est pas celui de votre mari. L'analyse d'écriture prouve que vous avez falsifié des documents financiers. Avez-vous quelque chose à dire en votre défense? Valérie s'est levée lentement. Monsieur le juge, j'ai fait des erreurs. J'étais confuse quant à ce que je voulais. Je sais que j'ai blessé ma famille, mais je demande de la clémence. Je suis enceinte et seule. Madame Dubois, ce tribunal reconnaît que les gens font des erreurs. Cependant, votre comportement montre une tromperie calculée sur plusieurs mois, suivie de tentatives de fraude lorsque des conséquences sont survenues. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix. La décision du juge a été rapide et décisive. J'ai obtenu la garde principale de Léa, la maison et tous les biens matrimoniaux conformément à notre accord prénuptial. Valérie a reçu des visites supervisées et a été tenue de payer une restitution pour la tentative de fraude. De plus, le juge Dubois a poursuivi, Madame Dubois ne recevra aucun soutien de conjoint en raison de sa violation de la clause de fidélité conjugale. Elle a renoncé à ses droits par ses propres actions. Léa m'a serré la main pendant que nous écoutions le verdict. À 13 ans maintenant, elle comprenait plus que je ne le souhaiterais. Après le tribunal, Valérie s'est approchée de nous dans le couloir. Alain, je sais que tu me détestes, mais s'il te plaît, ne monte pas Léa contre moi. Je suis toujours sa mère. Je ne monterai jamais Léa contre toi, ai-je répondu calmement, mais je ne lui mentirai pas non plus sur ce qui s'est passé. Elle est assez âgée pour comprendre que les choix ont des conséquences. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Je n'ai rien. Tu as ce que tu as choisi, Valérie. Marc, le bébé, la vie excitante que tu voulais. La seule différence, c'est que maintenant tu dois la vivre sans utiliser mes ressources. Ce soir-là, Léa et moi nous sommes assis sur notre patio arrière en regardant le coucher de soleil sur l'Arizona. Papa, tu crois que maman va aller bien? Ta mère a fait ses choix, ma chérie. Elle trouvera comment vivre avec eux. Es-tu en colère contre elle? J'ai réfléchi à la question avec soin. J'étais en colère. Maintenant, je suis juste triste qu'elle ait jeté notre famille pour quelque chose qui n'était pas réel. Je suis fier de toi de ne plus nous laisser mentir. Parfois, faire la bonne chose est difficile, Léa. Mais ça en vaut toujours la peine. 3 semaines plus tard, j'ai entendu par des amis communs que Valérie avait eu le bébé, un garçon. Marc n'a jamais reconnu sa paternité. Elle l'élevait seule, travaillant à temps partiel dans un magasin de détail, vivant dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Je n'ai ressenti aucune satisfaction dans ces difficultés, mais j'ai ressenti la paix en sachant que Léa apprenait que l'intégrité compte plus que le confort. Que la vérité compte plus que la commodité. 1 an plus tard, Léa et moi avions construit une nouvelle normalité. Elle s'épanouissait à l'école, se faisait des amis, et avait commencé à jouer du violon,
quelque chose qu'elle avait toujours voulu essayer, mais que Valérie avait jugé impraticable. L'entreprise de nettoyage se portait mieux que jamais. La nouvelle s'était répandue sur la façon dont j'avais géré ma crise personnelle avec dignité et principe. D'autres chefs d'entreprise respectaient le fait que je n'avais pas laissé l'émotion obscurcir mon jugement ni compromettre mes valeurs. Tu as montré de la classe dans une situation impossible, m'a dit mon plus gros client. C'est le genre de personne avec qui nous voulons faire affaire. Léa voyait Valérie 2 fois par mois sous supervision judiciaire. Les visites étaient maladroites mais paisibles. Valérie semblait avoir accepté que son rôle dans la vie de Léa était diminué par ses propres choix. « Comment va maman ?» me demandais-je après chaque visite. « Fatiguée ?» disait Léa. Elle travaille beaucoup et le bébé pleure constamment. Elle a toujours l'air triste. Je n'ai jamais encouragé ses observations, mais je ne les ai pas découragées non plus. Léa apprenait des leçons précieuses sur le fonctionnement de la vie quand on la construit sur des mensonges par opposition à quand on la construit sur la vérité. Un samedi matin de mars, exactement 1 an après la confession de Valérie, Léa et moi prenions le petit déjeuner quand elle a posé une question inattendue. « Papa, est-ce que tu te remarierais ?» « Je ne sais pas, ma chérie. »« Pourquoi demandes-tu ?»« Parce que tu mérites quelqu'un qui ne te mentira pas. Quelqu'un qui te trouve incroyable au lieu de ennuyeux. » « Tu penses que je suis assez incroyable pour nous deux ?» ai-je dit en souriant. « Je suis sérieuse, papa. Tu es la meilleure personne que je connaisse. Tu n'as pas crié ni cassé des choses, ni essayé de blesser maman, même quand elle était vraiment méchante avec toi. Tu as juste fait ce qui était juste. » Cet après-midi-là, nous sommes passés devant le restaurant où j'avais vu Valérie avec Marc pour la première fois. Il était fermé maintenant. Une autre victime des temps qui changent. « Papa, est-ce que maman te manque comme elle était avant ?»« Je manque la personne que je pensais qu'elle était, ai-je répondu honnêtement. Mais j'ai appris que manquer quelqu'un qui n'a jamais vraiment existé est inutile. Je pense que maman manque aussi qui elle était. C'est peut-être une leçon qu'elle devait apprendre. » Ce soir-là, j'ai bordé Léa et j'ai réfléchi à l'année écoulée. Oui, mon mariage s'était terminé. Oui, j'avais découvert que la femme que j'aimais était capable de trahison époustouflante. Oui, j'avais eu une bataille pour ma fille et ma dignité. Mais j'avais aussi appris que j'étais plus fort que je ne le pensais. Que Léa était plus résiliente que je ne le craignais, et que bâtir une vie sur la vérité, même quand la vérité est douloureuse, crée une fondation qui ne peut être ébranlée par les mensonges des autres. Mon téléphone a vibré avec un SMS de David Moreau. « Alain, j'ai eu un appel aujourd'hui de l'ex-femme de Marc Dubois. Apparemment, Valérie a essayé de la contacter pour de l'argent. Je pensais que tu devrais savoir que le schéma continue. » J'ai supprimé le message sans répondre. Les luttes continues de Valérie n'étaient plus ma préoccupation. Ma préoccupation était Léa. Notre entreprise, notre avenir bâti sur l'honnêteté et l'intégrité. 2 semaines plus tard, Léa est rentrée de l'école avec une nouvelle. « Papa, j'ai parlé à mes amis de ce qui s'est passé avec toi et maman. De comment tu l'as surprise en train de mentir et tu ne l'as pas laissé s'en tirer comme ça. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont dit que leurs parents ne seraient jamais aussi courageux. Que la plupart des adultes font juste semblant que les problèmes n'existent pas au lieu de les résoudre. Qu'en penses-tu? Je pense que j'ai de la chance d'avoir un papa qui résout les problèmes au lieu de les fuir. » Cette nuit-là, alors que je regardais Léa pratiquer le violon dans notre salon, j'ai réalisé quelque chose d'important. La trahison de Valérie m'avait coûté un mariage. Mais elle avait donné à Léa quelque chose d'inestimable. Un père qui avait démontré que les principes comptent plus que la paix. Que la vérité compte plus que le confort. Que certaines choses valent la peine de se battre, même quand se battre est difficile. Elle apprenait des leçons sur l'intégrité qui lui serviraient toute sa vie. Et cela rendait tout ce que nous avions vécu digne d'intérêt.